Jean-Yves Lorichès est romancier, critique littéraire et professeur de littérature française à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Jeudi 25 novembre 2021, il était à la librairie Ombre Blanche à l'occasion de la parution aux éditions Le Temps qu'il fait de son dernier roman, Retour à Opedette. Bonne écoute. Bienvenue. Merci Jean-Yves. Et bon, c'est un rituel. Alors combien de fois ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. Je crois, oui. Tu n'en as raté aucun. 2008, j'avais encore des cheveux. Toi, je vois que tu en as toujours beaucoup. Donc tu as dû trouver la lotion capillaire. Bon. Je ne vais pas faire de publicité. Bien, alors, je sais, en tout cas, tu as trouvé aussi une autre région, mais qui t'est proche pour des raisons que beaucoup connaissent ici, et nous y viendrons sans doute rapidement. Je propose qu'on commence peut-être par un bout de lecture, et tu ne sais même pas ce que j'ai choisi. Mais tu peux ouvrir au hasard. Non, pas tout à fait. Bien, alors j'ai pris dans le premier chapitre, et dans ce premier chapitre qui est sous le pronom elle et non pas je. Autre point de vue, premier point de vue, avec ce elle. Dès le début, ce elle qui met aussi une distance. Ils vivent ainsi plusieurs mois. Elle s'est installée dans la maison, a rangé ses vêtements et ses quelques livres sur une étagère de l'armoire qu'il a libérée pour elle. Ils ne parlent pas beaucoup, mais leur silence s'accorde. Chacun respecte le goût qu'a l'autre de la solitude. Il passe les journées dans les collines avec son troupeau, elle fait un peu de ménage, lit et se promène, prépare le repas du soir. Ils ont pris l'habitude de se parler la nuit, les yeux grands ouverts dans la pénombre, assemblant tour à tour des bribes de passé comme s'ils ne s'adressaient qu'à eux-mêmes, mais chacun sent l'attention muette de l'autre à ses côtés. À l'automne, il a rentré le troupeau dans la bergerie. Il lui a appris à s'occuper des moutons. Elle a plaisir à se mouvoir dans la chaleur animale, à entendre le souffle des bêtes dans la pénombre pendant qu'elle distribue le fourrage et qu'il soigne quelques brebis malades. Dehors, le mistral glacé frotte violemment les toits et les murs du village au papier de verre. Ils sont allés à la petite ville la plus proche, dans la vieille quatrelle dont il se sert pour le ravitaillement, et elle a acheté quelques vêtements chauds pour l'hiver. Elle ne s'est engagée à rien. Il sait qu'elle peut repartir et semble l'accepter. Cette liberté lui est nécessaire pour demeurer. Ils passent davantage de temps ensemble, mais les longs silences restent leur plus sûr dialogue, hormis les quelques paroles nécessaires à la vie matérielle et au travail. Leurs nuits même sont devenues silencieuses, chacun ayant le sentiment d'en avoir assez dit. Ils parlent un peu aux moutons dans la bergerie, aux chats qui rentrent se mettre au chaud près du feu quand le soleil disparaît derrière la colline, s'installent la nuit entre eux sans le sans-gêne propre à son espèce. Quand la neige est tombée, le village a été coupé du monde pendant plusieurs jours. Ils ne sont plus sortis que pour aller nourrir les moutons et chercher le bois qui est leur seul moyen de chauffage. Sous la neige, le village semble encore plus désert, comme définitivement sorti du temps. Ils passent de longues heures à lire près de la cheminée, à la lumière des bougies, car les fils électriques se sont rompus et l'on tarde à venir les réparer. Ils échangent parfois quelques impressions de lecture, explorent leurs petites bibliothèques respectives pour se connaître mieux que par les récits lacunaires qu'ils se sont faits de leur vie. Ils tirent d'un placard un gros édredon de plumes sous lequel ils se tiennent chaud la nuit dans la chambre glacée. Puis le printemps est revenu, et le troupeau est reparti pour les collines. Elle l'accompagne souvent pour l'aider à l'agnelage ou à la tonte. Elle a vite appris les gestes qu'il lui a montrés, comme s'ils attendaient à elle depuis toujours d'être accomplis. Après tout un hiver passé au village,
Elle se sent appartenir à ce pays comme jamais elle n'a appartenu à aucun lieu. Elle a vécu dans des villes successives, au gré d'abord des déménagements de ses parents, puis de ses propres errances, chaque ville effaçant l'autre comme des rideaux tirés dont on finit par ne plus savoir ce qu'ils ont pu dissimuler à l'origine. Et c'est à présent comme si tous les rideaux avaient été ouverts d'un coup, dégageant le vaste paysage à la manière d'un décor d'opéra. Parfois, quand elle est dans les collines avec lui, elle a le sentiment de vivre une enfance qu'elle n'a pas eue, et son cœur s'en trouve agrandi. Quand aucune tâche particulière ne rend sa présence utile, elle reste au village, retrouvant avec plaisir les impressions du premier jour, quand elle n'avait pas encore décidé de rester, mais que l'idée en avait cheminé obscurément en elle. Ce temps lui paraît lointain à présent, il lui semble qu'elle est une autre que celle qui fuyait alors une mémoire amère. Elle n'éprouve même plus le besoin de se dire qu'elle peut repartir quand bon lui semble, sans rien devoir à personne. Elle se dit seulement qu'elle a enfin trouvé la paix auprès de cet homme à qui elle n'a rien promis et qui l'a rassurée. Elle passe de longues heures assise devant la maison, à ne rien faire d'autre que laisser le soleil printanier l'envahir, les yeux mi-clos comme un chat, entendant à peine autour d'elle quelques chants d'oiseaux, quelques crissements d'insectes qui maintiennent ses sens en éveil, et lui donnent le sentiment pur d'exister. Voilà, c'est pas pour autant qu'elle ne va pas hésiter. Bon, on ne va peut-être pas pour celles et ceux qui... Donc ça va être, comme je te le disais, il va falloir tourner autour et ne pas raconter, sinon c'est fichu. Et bon, il reste quand même cette magnifique écriture, mais peut-être elle a l'air d'avoir trouvé un pays, un territoire, peut-être déjà nous parler de cela, parce que dans tous tes livres, cette dimension du territoire est évidemment non seulement présente, mais elle vient fonder une bonne partie de ce que tu publies et dans quoi tu nous installes. Voilà, là il s'agit d'un pays, tu parles même de cartes, tu nous donnes le privilège de lire des topoguides. Et voilà, donc cette mémoire du pays, pourquoi tu t'es installé, qu'est-ce qui a fait que tu nous as installés là, en Provence? Alors effectivement, tous les livres, je crois, partent d'abord d'un pays. Je m'en rends compte maintenant avec un peu de recul, puisque ça fait effectivement, comme tu le rappelais, un peu plus d'une douzaine, 13 ans maintenant. Et quelques livres, donc je m'aperçois que voilà, il y a des pays, il y a un pays qui est dans un bassin incertain, la Corrèze, il y a le Roussillon dans la Loge de Mer, etc. Voilà, il y a bien sûr les Flandres. Alors là, des Flandres plus imaginaires dans Les Chasseurs dans la neige, mais qui viennent par la peinture, voilà, mais qui sont effectivement... voilà, il y a une forte intérêt, enfin plus qu'un intérêt, enfin une attirance pour cette dimension-là dans les auteurs que j'étudie et que je lis et évidemment qui se retrouvent dans l'écriture, parce que alors pourquoi ? Évidemment, ce sont à chaque fois des pays qui ont un lien avec ma propre histoire. Bon, lien qui peut être indirect dans le cas des Flandres qu'on a rappelé, là c'est vraiment par Bruegel et par la peinture, mais dans tous les autres cas, il y a une dimension, si on veut, autobiographique dans le rapport au pays en tout cas. Voilà. Donc en ce qui concerne celui-ci, c'est la première fois que tout un roman, enfin pas tout d'ailleurs, mais enfin une grande partie d'un roman s'ancre dans cette Haute-Provence dont je parlais un petit peu dans les Brisés, autour duquel nous avions conversé il y a déjà quelques années, qui était un livre, alors pour le coup vraiment autobiographique, dans lequel j'évoquais cette randonnée donc faite en 1980 dans les Alpes de Haute-Provence et dont voilà. Pays pour lequel évidemment j'ai aussi un goût particulier qui est littéraire. Bon, voilà, un certain nombre ici connaissent ma passion pour l'œuvre de Giono et cette Haute-Provence de Giono. C'est pas pour rien que j'étais allé aussi m'y promener
dans ces années-là, et il y avait, je pense, le désir de retrouver, alors j'y reviens régulièrement dans ce pays bien sûr, mais de le retrouver par l'écriture. Et donc cette randonnée faisait l'objet de 2 pages dans Les Brisés, mais je me rends compte maintenant que parfois, et je ne suis pas le seul à le constater, les livres naissent aussi des livres précédents ou de ce qui est ébauché ou ce qui est à l'état de noyau quelque part ou de graines dans les récits précédents. Et là, manifestement, il y a quelque chose comme le développement de cela qui s'est fait par, alors je sais pas, on en parlera peut-être après, mais qui s'est fait effectivement par la redécouverte d'images, de photographies que j'avais prises à cette époque-là, et en particulier donc de la photographie qui se trouve sur la couverture du livre, et dont pour une fois, c'est le seul de mes livres dans ce cas, dont pour une fois je suis effectivement l'auteur et qui a été vraiment le point de départ du livre. Donc voilà, cette Haute-Provence, elle me fascine depuis longtemps, elle m'a fasciné littérairement à travers des auteurs comme Giono, mais aussi comme René Char, dont je cite quelques lignes en épigraphe, parce que c'était un pays très différent des pays qui m'étaient les plus familiers, et même du pays peut-être qui a le plus formé ou forgé ma sensibilité quand j'étais enfant, et qui est un pays plus septentrional, enfin sans l'être tant que ça, mais enfin c'est la Corrèze dont je parlais tout à l'heure, donc un pays quand même beaucoup plus humide, beaucoup plus boisé, d'arbres feuillus, voilà, plein de rivières, de sources, etc. Donc de prairies, de campagnes très différentes. Et je me souviens très bien avoir été attiré au moment autour de 17-18 ans, aussi par la Méditerranée, par les pays méditerranéens, avec le côté sec, le côté rude aussi, et en même temps lumineux et mystérieux, parce qu'il y a du mystère. C'est Giono qui disait les mystères se cachent en pleine lumière. Donc ce mystère différent qui n'est pas celui des pays à sous-bois, humide, à source et à prairie qu'est par exemple la Corrèze, mais qui est plutôt ce mystère qu'on trouve dans des pays comme la Haute-Provence. Donc voilà, l'idée, c'est pas une idée, c'est une sorte aussi de désir d'entrer par l'écriture davantage dans ce type de pays, à la fois pour ses résonances personnelles et pour ses résonances aussi littéraires. Et alors justement, je regarde mon téléphone parce que j'ai pris la photographie d'un extrait de texte de Giono, puisqu'à côté de Haut-Pedette, il y a Vachères. C'est le pays de Regain. Voilà, de Manosque à Vachères, c'est colline après colline, on monte d'un côté, on descend de l'autre, mais chaque fois, on descend un peu moins que ce qu'on a monté. Je trouve déjà assez formidable cette phrase. Ainsi peu à peu, continue Giono, ainsi peu à peu, la terre vous hausse sans faire semblant. Ceux qui ont déjà fait le voyage 2 ou 3 fois s'en aperçoivent, parce qu'à aucun moment donné, il n'y a plus de champs de légumes, puis parce que le blé est de plus en plus court, puis parce qu'on passe sous, excusez-moi, les premiers châtaigniers, puis parce que, oh là là, c'est terrible, faut jamais lire, ça montre bien, c'est juste une démonstration pour dire qu'on ne lit pas sur son téléphone. Puis parce qu'on... Non, je vais m'arrêter. Voilà. Allez, non, c'est quand même tellement beau. On sait que la montée qui commence là, c'est la plus longue, c'est la plus dure, c'est la dernière. Que d'un seul élan, elle va porter les chevaux. Et les gens en plein milieu du ciel, avec les vents et les nuages. On ne descend plus de l'autre côté. On va monter d'abord sous bois, puis à travers une terre malade de lèpre, comme une vieille chienne qui perd ses poils. Puis on va être si haut qu'on recevra sur les épaules, comme des coups d'aile en même temps qu'on entendra le ronflement du vent de toujours avec des tirets. Enfin, on abordera le plateau, l'étendue toute rabotée par la grande varlope du vent. On trottera au petit quart d'heure, et dans une molle cuvette où la terre s'est affaissée sous le poids d'un couvent et de 50 maisons, on trouvera Banon. Voilà, c'est le pays dans lequel tu as voulu t'installer, ce pays un peu râpeux, et puis justement, je viendrai à... Parce que là, on est sur le plateau, ce truc monté, bon...
Oui, c'est le haut pays de Giono, c'est sa Provence, sa haute Provence, à la fois austère, âpre, qu'il aimait bien opposer, même de manière parfois avec un peu de mauvaise foi, mais enfin une basse Provence, un peu frelatée, un peu voilà, qui était la Provence, disait-il, de Mistral ou d'Alphonse Daudet. Et donc mais c'est vrai que c'est un pays complètement différent, et c'est un pays qui a une dimension tragique chez Giono, c'est très, et qui a un côté. Alors l'adjectif qu'il aimait bien utiliser, c'était noir, qui est évidemment provocateur, parce que c'est en général une Provence qu'on voit plutôt comme lumineuse, mais c'est une forme de lumière qui en même temps a une dimension tragique. Et, bon, Giono disait, celui qui a le mieux décrit la Provence, c'est Shakespeare. Hein. Bon, voilà, on aime bien cette citation. Voilà. Donc, il comparait aussi la Provence à l'Écosse, par exemple. Enfin, voilà. C'est alors, bon, avec son sens aussi de l'exagération, mais ça disait quand même quelque chose sur effectivement ces terres dont il disait aussi qu'elles sortaient, qu'elles semblaient sortir à peine du déluge. Des terres effectivement. Mais je crois que c'était une noirceur effectivement qui était surtout morale, qui était surtout sensible, voilà, qui venait d'une forme de désolation, de désert aussi. C'est quand même ce qu'il appelle le désert lavandier aussi. Donc c'est ces pays effectivement autour de la montagne de Lure. Et donc c'est Banon, bon, la manière dont il décrit Banon, ça pourrait être Opedette, hein, une cinquantaine de maisons, voilà, Banon est un peu plus grand qu'Opedette. Opedette est vraiment tout petit. Alors c'est vrai que quand on ouvre au premier chapitre, on a ce sentiment qu'on est sur une terre de Giono. Et puis quand même, même si tu y restes, tu vas nous en éloigner. Peut-être d'ailleurs, si on continue dans le paysage, peut-être que la dimension et le choix du ravin, qui joue un rôle important, ce choix du ravin et des gorges, et des gorges, oui, c'est ça, oui, des gorges. Et je vais justement, pour suivre Giono, on va suivre Giono par le Richesse. C'est redoutable, hein, l'exercice. Non, pas du tout, c'est pas redoutable. Non, justement. C'est peut-être. Non, il faut être audacieux. Tu l'es. Bernard m'avait indiqué un itinéraire qui me permettrait de suivre le lit du Calavon, sauf lorsqu'il me faudrait contourner des parties trop étroites ou des vasques creusées dans la roche en m'élevant à flanc de gorge. Tu vois que, bon, c'est pas. Je m'enfonçais donc vaillamment entre les parois de calcaire, dans l'odeur de la roche et de l'eau, accompagnée par le fracas bouillonnant de la rivière qu'avaient grossi les pluies du printemps. À certains endroits, elle recouvrait d'ailleurs le sentier, et il me fallut monter un peu sur le talus pour ne pas me mouiller les pieds. Bernard m'avait prévenu que la saison n'était pas la plus sûre pour traverser les gorges. Les orages sont plus rares au printemps. Les orages sont plus rares au printemps qu'en été, mais ils sont presque plus dangereux. Comme la rivière est déjà grosse, les eaux peuvent monter bien plus haut. Pour le moment, la météo n'est pas mauvaise, mais tout peut changer très vite. Au moindre signe, il faut rebrousser chemin ou vous mettre à l'abri. Il avait sans doute compris que j'étais déterminé à cette petite expédition, n'avait pas cherché à m'en dissuader. Je marchais ainsi 1 heure environ, attentif à la végétation des rives et aux formes capricieuses des roches érodées. Nulle part ailleurs ne se faisait sentir à ce point l'action du temps, comme si le temps lui-même avait coulé dans ces gorges pour les creuser. Toute l'histoire de cette terre se lisait à même les parois comme dans un livre. Cependant, l'étroite bande de ciel que je pouvais apercevoir du fond des gorges ne m'avait pas permis de me rendre compte que le temps avait changé. C'est l'obscurité insolite qui m'alerta. Je levai les yeux et vis que le ciel du matin était à présent encombré de nuages noirs qui bouchaient le haut des parois hérissées de buissons et de petits arbres. Je devais être à peu près au milieu des gorges et il était trop tard pour revenir sur mes pas. Je n'en avais d'ailleurs nulle envie. J'étais au contraire très intéressé par l'approche de l'orage qui, je n'en doutais pas, allait sans tarder s'abattre sur moi. Et voilà, il me semble que là, tu nous enfonces, et tu enfonces ton personnage, et tu nous enfonces dans quelque chose de beaucoup plus difficile qu'une tragédie. Il y a quelque chose plutôt de l'ordre du cauchemar, et on va assez vite en venir aussi à la dimension du rêve. Oui, c'est ce rapport dont tu parles au début, la question du pays, c'est parce que les personnages, pour moi, sont indissociables du pays. Et là, effectivement, on a un personnage qui s'enfonce, les gorges étant, par définition, un enfoncement dans la géologie, et donc aussi dans le temps, puisque c'est aussi là que l'on voit les traces du temps géologique. Et je crois que le passage que tu as lu
significatif de ce point de vue-là aussi, c'est-à-dire par rapport à au fait que les personnages, pour moi, ne sont jamais de pure psychologie, ou encore moins des idées, mais des êtres sensibles et donc en contact et en relation sensible avec un paysage, et même plus qu'un paysage, qui a peut-être un côté plus esthétique, mais avec un pays au sens, effectivement, que c'est de la pierre, que c'est du végétal, que c'est de l'eau, etc. Donc, et les histoires s'inventent, même si on ne va pas pouvoir raconter l'histoire, on va devoir ne pas raconter l'histoire, mais les histoires s'inventent à partir du pays. Les personnages sortent du pays avec leur histoire toute armée, en quelque sorte. Oui, d'ailleurs, Giono lui-même, je crois qu'il y a du ciel beaucoup de ciel dans Giono, et donc là, tu vois, ce ciel a une importance là, très grande, puisque c'est celui qui va provoquer cet orage inimaginable et vengeur. Oui, c'est ça. Oui. Les éléments, le ciel, les profondeurs aussi, parce qu'il y a ce jeu de verticalité aussi, hein, ce sont des terres aussi dans lesquelles l'eau circule dans des profondeurs. Ce sont des terres calcaires, donc il y a des rivières souterraines, il y a des résurgences. Bon, la plus célèbre, c'est celle de Fontaine de Vaucluse, beaucoup plus bas dans le pays, mais donc on est aussi dans ces pays-là, ce qui est beaucoup moins le cas justement dans ces autres pays comme la Corrèze, où là l'eau finalement elle est au contraire partout en surface. Là dans ces terres-là, elle est souvent rare en surface d'ailleurs, mais même si le niveau des torrents peut aussi monter brusquement, mais elle est souvent rare, ce sont des pays de sécheresse. Mais en revanche, elle circule dans la profondeur. Donc, du coup, il y a ce rapport aussi entre le ciel et les profondeurs, et les personnages sont pris entre les deux. Alors, quand on lit ce bout de texte du ravin, de la gorge, on est pris d'une certaine inquiétude, et quand même, ce terme d'inquiétude, parce qu'avec un pluriel, il court tout le long de ce livre. Hein, peut-être même dès les toutes premières pages, mais dès la première page. Il y a ou de l'étrangeté, ou du mystère, ou de l'inquiétude. Et finalement, le récit, il confronte le lecteur régulièrement soit à cette inquiétude, soit à un moment donné à une forme même d'inconscience, celle de cet homme qui va dans les gorges, et puis ça on peut peut-être le dire, qui va être tellement surpris il va falloir aller l'élitreuiller pour le tirer de là, et puis c'est donc un accident. Puis il y a les inquiétudes des silences, des regards, les inquiétudes des coïncidences. Et puis finalement, il y a les rêves. Et puis il y a un rêve qui donne au livre qui est un peu le cœur au cœur même du livre. Je suis allé me faire aider là aussi d'un voisin de Philippe Jacotet, qui n'habite pas si loin, à quelques dizaines de kilomètres au-dessus. Grignan. Et comment ? À Grignan, c'est ça. Et d'abord, je me suis aussi rendu compte à quel point j'avais oublié que dans les volumes successifs de Las Maisons, il y en a 4 ou 5. Il est obsédé par le rêve. Il les écrit, il les relate, il les écrit. Voilà. Et alors attends, c'est quelle année ? Octobre 97, il écrit. D'habitude, il décrit son rêve, il ne l'analyse jamais. Et je me demande même comment il a une mémoire aussi incroyable de ses rêves. Donc il les écrit. Il les note certainement au réveil. Il les note au réveil, mais ils sont d'un détail. Moi, je me semble incapable de me souvenir d'autant de détails que cela. Et là, il nous donne un peu une variation sur les rêves d'égarement. Tous ces rêves d'égarement. Tous ces rêves d'égarement disent-ils une vérité, à savoir que tout au fond de nous, nous serions vraiment perdus et non pas heureux, mais anxieux de l'être. Le plus souvent d'ailleurs d'une angoisse. Je vais relire la phrase. Tout au fond de nous, nous serions vraiment perdus et non pas heureux, mais anxieux de l'être
Point d'interrogation, le plus souvent d'ailleurs, d'une angoisse qui ne cesse de grandir jusqu'au réveil, venant interrompre le rêve parce que le temps passe et que les chances de trouver le lieu, le but cherché, maison, hôtel, refuge, diminuent à mesure. Dans un récent cauchemar de cette nature, j'appelais M. R d'une voix qui ne portait sans doute pas jusqu'à lui, qui s'enrouait. Dans d'autres, c'est le téléphone qui ne répond pas, la ligne qui est coupée, on appelle au secours, on est seul, la nuit approche, on voit ce que cela préfigure. Le rêve, ça c'est quand tu écris, toi, ce rêve, tu le vois comme, il est tout de suite au cœur de ton récit, ou il est comme une chose presque naturelle, ou il est un préalable. Alors là, dans le cas de ce livre-là, parce qu'il y avait aussi des rêves dans la loge de mer, mais dans ce cas-là, dans l'autre aussi d'ailleurs, j'y pense maintenant, ce sont des rêves, alors ce ne sont pas des rêves personnels, hein, la différence de chaque côté, même si par ailleurs j'aime bien noter les rêves dont je me souviens au réveil. Alors ça ne marche pas à chaque fois, hein, souvent on ne se souvient de rien, mais il m'arrive quand même assez régulièrement de me souvenir assez précisément de certains rêves. Et c'est vrai que j'ai une sensibilité au rêve, hein, qui, bon, voilà, comme beaucoup, mais qui vient peut-être aussi de mon intérêt pour le surréalisme. Hein, parce que, bon, cette histoire est quand même aussi une histoire de vase communicant, quand même. Mais, donc là, ce sont des rêves qui sont forgés, qui sont inventés, ce sont des rêves du personnage, mais qui sont inventés, qui sont suscités par une image. Alors dans la loge de mer, c'était le retable. Hein, bon. Là, c'est l'image qui est en couverture à laquelle je reviens parce qu'elle est vraiment séminale. Enfin, tout est parti de là. C'est la photographie donc de ce village d'Opedette vu sous un angle très particulier. Hein, donc photographie retrouvée une quarantaine d'années après, alors que je n'étais jamais revenu à Opedette. Donc la description que j'ai faite du village est vraiment, je dirais, une description suscitée par une mémoire très déformante et très personnelle. Parce que sur cette photographie-là, le village apparaît comme d'abord très petit. Bon, il l'est, mais il apparaît encore plus petit parce qu'on ne voit pas toutes les maisons d'Opedette. Il y a un côté d'Opedette où on voit beaucoup plus l'étagement des maisons. Là, on ne voit que quelques maisons, un peu coincées là sur cette pente, et puis autour, donc, cet horizon. Et sur cette image aussi, le village apparaît totalement désert. Il n'y a aucun personnage. Donc, c'est une photo que j'ai prise, effectivement, un soir d'arrivée. Alors ça, je me souvenais très bien des circonstances dans lesquelles j'avais pris cette photo, c'est-à-dire un soir d'étape où on arrive comme ça dans un village fatigué et en même temps heureux et où on prend une photo du lieu. Et donc le fait de retrouver cette photo a suscité en moi le souvenir donc très fort de cette étape, de ce contexte-là, mais aussi quelque chose de plus troublant qui est lié justement à la nature même de l'image, au fait que le village apparaît un peu comme caparaçonné dans ses toits, comme couvert une sorte de cuirasse de toit, une image d'ailleurs, je crois, très gionienne, hein, c'est l'image des toits, de ces toits, un peu comme dans le Hussard sur le toit, hein, voilà. Mis à part que dans le roman de Giono, c'est une ville, ici ça n'est qu'un village, mais c'est ces toits qui recouvrent et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils recouvrent. C'est aussi non pas un fantasme, mais en tout cas une rêverie qu'on peut avoir, hein, au-dessus de ces villages, de ces petites villes du Midi, avec leurs rues étroites, ces toits ces fenêtres étroites également, et ces toits dont on peut se demander ce qu'ils dissimulent. Et donc, cette image, quand je l'ai retrouvée parmi bien d'autres, m'a produit un certain effet, et c'est de cet effet-là qu'est venue l'idée que peut-être il avait pu s'y passer quelque chose, et c'est là que les personnages ont commencé aussi à surgir, hein, c'est-à-dire effectivement le personnage que tu as évoqué au début, ce personnage féminin qui arrive dans ce village, et qui est un personnage imaginaire, et puis ce personnage aussi qui ensuite dit « je », et qui lui
est un peu plus proche de moi tout en étant aussi un personnage imaginaire. Ces personnages sont sortis de cette image-là et alors je ne dirais pas du malaise, mais du trouble peut-être que l'image pouvait susciter, alors que peut-être sur quelqu'un d'autre elle fait un effet complètement différent, mais moi cette image, à la fois je la trouve belle et en même temps troublante par cette dimension énigmatique, l'idée d'une question. Hein. Après tout, c'est de là peut-être que par l'histoire, c'est qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ce village. D'où ensuite effectivement l'enclenchement sur le rêve qui est une manière d'imaginer pour le narrateur, une manière de répondre, une manière pour l'inconscient sans doute du narrateur, parce que c'est quand même l'inconscient qui travaille ici, de répondre à cette question qu'il se pose sur la nature de ce village et que moi-même je m'étais posé en découvrant cette image. Voilà. Et après, effectivement, le rêve va entrer dans tout un dispositif d'éléments qui sont autant de signes, hein, voilà, qui sont un peu des signes à décrypter. Alors peut-être tu nous parleras justement de ces images que tu as faites probablement et que tu peut-être les as-tu retrouvées, toutes ces images, mais avant que tu nous parles des images fixes qui sont peut-être à l'origine du choix de l'image d'Opedette et ensuite de tout ce que ça a pu produire comme imaginaire, et le résultat de cet imaginaire est là. Moi je voudrais parler d'images animées, parce que finalement, dès le début du second chapitre, quand on passe du il au jeu, que justement on se confronte à cette image fixe de quelqu'un qui est près d'une maison, on pense à Blow Up. Je me dis, tiens, c'est très malin mais dans quoi il va nous amener? Mais en fait, on quitte très vite les principes ou les idées assez lumineuses que Antonioni nous donne à voir, et on est plutôt attiré. Il y a quelque chose effectivement de l'ordre plus d'image de récits surréalistes, comme tu le disais. Et là, au cinéma, alors l'usage du rêve, on retrouve plutôt celui, alors quelqu'un qui n'est pas vraiment proche du surréalisme, mais je pense aux Fraises sauvages de Bergman, qui est aussi une très belle méditation sur le temps, de la mise en scène du rêve par Dali dans le film d'Hitchcock Spellbound, la clinique du docteur Edwards, et puis de Vertigo. Voilà. Alors, et finalement, je pense parce que finalement, c'est comme dans Vertigo, c'est une histoire de double. Oui, je n'avais pas pensé à Vertigo ni à Hitchcock, mais oui. Et aussi et donc à Antonioni, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup et qui était présent aussi dans La Loge de Mer, d'ailleurs. Mais tu te souviens qu'il va chercher dans une image, il va trouver dans une image. Oui, tout à fait. Oui. Photographe agrandi, trouve, et c'est vrai qu'au chapitre 2, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va nous trouver dans la photo? Puis finalement, on passe à autre chose. Et on passe plus, il me semble, à cette dimension du double, du moins, ou d'une chose oubliée, ou qu'on ne veut pas faire ressurgir. Alors tout à fait, et par rapport, tu parles de Blow Up, alors Blow Up dans mon souvenir est une adaptation d'une nouvelle de Cortázar. Oui, c'est ça, oui. Et c'est vrai que Cortázar, c'est un écrivain que j'ai beaucoup lu, il y a assez longtemps d'ailleurs, c'est pas un écrivain que j'ai relu récemment, mais c'est un écrivain que, j'aime beaucoup, je suis très sensible à ce fantastique très particulier de Cortázar, qui est un fantastique très près quand même d'une forme de réalisme apparent, mais qui vraiment, comme doit le faire, je crois, le fantastique, quand il est à son meilleur niveau, ouvre vraiment des failles
dans la normalité apparente. Et donc c'est intéressant que tu parles oui, biais d'Antonioni aussi, c'est vrai on retrouve Cortázar. On est dans les bords, là, Voilà, effectivement, voilà, on est aux limites du fantastique. Voilà. Et c'est vrai que autant je ne pense pas pouvoir écrire un roman fantastique à proprement parler, autant je me rends compte que dans plusieurs livres, on est effectivement dans cette limite-là, et dans effectivement des phénomènes qui ont trait à la hantise, par exemple, la hantise de l'image, là c'est le cas. Dans d'autres livres, il y a d'autres hantises, ça peut être l'hantise d'un certain livre, dans un passant incertain, par exemple. Mais l'hantise de l'image, la hantise, les images quand même particulièrement, particulièrement les images, parce que je crois qu'elles sont des objets de hantise particulièrement efficaces. La notion de secret aussi, la notion de double, enfin tout ce qui fait vaciller effectivement le réel. Donc je crois qu'il y a dans ce livre effectivement un cadre qui est un cadre, on peut dire réaliste, hein, mais ce cadre, j'ai besoin très vite de le troubler, hein, précisément parce que le livre part d'une hantise ou d'une forme, d'une image qui quelque part me trouble moi-même, et donc il faut que ce trouble se transforme, se déplie, se déploie dans une histoire. Et en ce sens, et alors aussi la référence au cinéma évidemment, parce que je crois que effectivement je vois les personnages dans un décor, je les vois se déplacer, je les vois se mouvoir dans ce décor, se rencontrer dans ce décor, c'est ce qui nous renvoie au pays du début. On m'a effectivement assez souvent fait observer que il y avait quelque chose de cinématographique dans mes livres. Je me souviens que pour Place Blanche, c'est Jacques Mény, mon ami gionien, qui est documentariste par ailleurs et homme de cinéma, m'avait dit mais tout est fait, il y a juste à le mettre en image. Bon, malheureusement, ça s'est pas fait, il n'a pas trouvé de producteur. mais bon, il a mis le doigt sur quelque chose qui m'avait paru tout d'un coup assez juste, et qui est peut-être d'autant plus étonnant. Je ne suis pas non plus un cinéphile, c'est-à-dire j'ai pas une vaste culture cinématographique, certainement beaucoup moins vaste que la tienne. J'aime le cinéma, mais vraiment en pur amateur. Et pourtant, il y a là effectivement quelque chose. Je pense que ma manière de voir le monde, peut-être parce que je suis très visuel, mais aussi ma manière d'écrire, font que quand j'écris, effectivement, ça prend la forme d'images en mouvement que je décris. Voilà, je décris des images en mouvement que je vois, ce qui évidemment, de fait, donne un caractère assez proche du cinéma aussi. Alors, même au-delà, je n'avais pas pensé à la dimension, c'est vrai, très scénarique de ce livre-là, peut-être pour moi, finalement, plus que les autres. Mais tu vois, c'est juste en parlant avec toi, mais c'est le personnage de Viviane. Bon, on peut quand même dire aussi qu'il y a des personnages. Et le personnage de Viviane, au début, il est assez, d'une certaine façon, il est assez simple, présent, avec des traits très définis. Je dirais d'une certaine façon, un peu comme dans Vertigo, à un moment donné, ça se trouble complètement. Voilà. Et ça, bon, c'est ce qui m'est apparu. Il m'est apparu là aussi un apparentement entre le personnage de Viviane et donc celui du double, là, celui-là, du film de Hitchcock. Oui, parce que c'est un personnage, Viviane, qui au départ est un peu un second rôle, en fait, hein, qui pourrait le rester, bon, qui est l'épouse du narrateur, voilà, et qui d'ailleurs, dans mon esprit, parce que les histoires s'inventent au fur et à mesure, hein, en ce qui me concerne, au fur et à mesure de l'écriture, dans mon esprit, ce personnage n'était pas destiné obligatoirement à avoir une très grande importance. Hein. Il y avait effectivement le personnage de la randonneuse du début, dont tu as lu, qui s'installe avec ce berger, et puis il y avait le narrateur, et puis ce narrateur, voilà, il y avait un contexte un peu réaliste, et en fait ce personnage a pris en charge à un moment peut-être ce poids de secret ou d'énigmes qu'il fallait élucider, mais dont moi-même je ne connaissais pas du tout les clés, hein, mais qu'il fallait inventer. Et ce personnage a pris ça en charge, et du coup s'est développé au point effectivement de devenir finalement peut-être le personnage le plus important du livre.
Oui, alors, et entre, il y a quand même ce qui est aussi, ce qui va produire le rêve, c'est-à-dire une autre photo, qui est une photo de la presse, qui est la photo d'une jeune femme disparue. Oui, alors ça, voilà, ça, ce sont des éléments. C'est un livre qui a été compliqué à écrire pour moi du point de vue de l'intrigue. Je m'en rends compte, enfin, je l'ai constaté, et il a même fallu plusieurs fois que je reprenne l'histoire, parce qu'il s'est construit à partir d'éléments comme ça, qui constituaient une sorte de puzzle. Il y avait cette photographie, effectivement, que j'avais prise, il y avait ce rêve de mon narrateur, il y avait ce récit initial, il y avait cette coupure de journal, effectivement, comme on en voit autour de ce thème qui est quand même en lui-même très troublant, le thème des personnes qui disparaissent, hein, volontairement ou involontairement. Donc ça a trait à quelque chose qui est éminemment romanesque et en même temps assez contemporain aussi, qui est cette idée de la disparition. Et nous avons un collègue et ami, Dominique Rabaté, qui a fait tout un livre sur la disparition dans le roman contemporain. Il s'est rendu compte, à juste titre, que c'est un thème très présent, ce qui n'est pas anodin. Hein. Demain, on a Thomas Reverdy qui avait écrit un roman sur les disparus du Japon. D'accord, voilà, des évaporés. Donc il y avait cette coupure de journal, et tout ça constituait effectivement une sorte de puzzle dont les pièces étaient évidemment dispersées, ne s'emboîtaient pas. Et il a fallu que je travaille, que je retravaille l'intrigue à plusieurs reprises pour qu'elle soit, tout en restant assez mystérieuse, hein, et pas rationalisable entièrement, mais qu'elle soit tout de même acceptable pour le lecteur. Et effectivement, ces éléments-là sont un petit peu des signes à décrypter, et qui pour le narrateur, mais le narrateur n'est pas un décrypteur de signes, il subit en fait beaucoup plus. Ici, ce n'est pas tellement l'enquêteur finalement, hein. C'est plutôt celui qui reçoit des signes et qui cherche quand même effectivement, dans une certaine mesure, à les comprendre, mais qui en même temps est se voit très largement imposé par les rencontres qu'il fait ou par l'histoire d'autres, comme par exemple son double, dont on parlait tout à l'heure, qui se voit finalement imposer une vérité qu'il avait simplement peut-être pressentie ou que son inconscient avait quelque part travaillé, anticipé, mais sans qu'il ait une maîtrise. Hein, et effectivement, c'est quelque chose qui... j'avais donné comme épigraphe à un autre roman qui est donc je me souviens plus d'ailleurs si c'est La Loge de Mer ou Un passant incertain, je crois que c'est La Loge de Mer. Donc il se peut que la vie doive être déchiffrée comme un cryptogramme. C'est une phrase de Breton dans Nadja. Cette idée qu'il y a une sorte de cryptage de ce qui nous arrive. C'est très surréaliste, hein, comme conception de la vie, mais c'est quelque chose qui m'a toujours, en tout cas dans la littérature, m'a toujours beaucoup séduit. Et quelque part, ici, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que cette image est une sorte de cryptogramme, cette image du village. Le rêve entre aussi est d'une certaine manière un déchiffrement par l'inconscient de ce qu'est cette image. Et puis, il y a ensuite d'autres jalons dans le livre qui participent tous de cette notion de signe, mais des signes dont le sens n'est pas donné. Alors le personnage de Blow Up, qui est photographe et qui domine plutôt son monde, est sous emprise d'une image qu'il va agrandir. Le personnage du Retour à Upedate, lui, est aussi sous une emprise, et de plus en plus forte, au point même, à un moment donné, de risquer d'y laisser sa vie. Et est-ce que finalement, l'écrivain lui-même, le romancier, enfin toi là en l'occurrence, il paraît, tu n'es pas aussi sous emprise Oui, certainement. C'est le point de départ. Mais je pense qu'il peut
pas y avoir, pour moi en tout cas, d'écriture sans quelque chose qui au départ est de l'ordre d'une forme de fascination, hein, alors qui passe souvent par des images quand même, je le constate, hein, parce que même dans Les Chasseurs dans la neige, finalement, c'est le tableau de Bruegel, tout sort de là. Enfin bon, c'est quand même aussi, ce sont aussi des images. Alors c'est la première fois que c'est une image qui est de ce type-là, c'est-à-dire une image retrouvée, une image personnelle, d'amateur, mais qui peut finalement susciter le même type de hantise, alors qu'a priori c'est une image qui devrait être plus familière. Mais il y a du coup une distance qui est celle du temps, qui est celle qui permet à l'image de retrouver son caractère d'étrangeté finalement qu'elle n'aurait pas si elle était vue 2 mois après le retour du voyage. Donc voilà, il y a effectivement toujours cette une espèce de réservoir de fascination dans les images, mais qui déclenche du narratif, enfin ou du romanesque, qui suscite des personnages. Et ça, c'est un passage de l'un à l'autre qui, pour moi-même, reste un peu mystérieux. Et quand tu disais que du moment où tu as eu du mal et qu'il y avait un puzzle que tu avais du mal à agencer, ça veut dire qu'il y a un moment où, justement, peut-être pour se dégager de l'emprise, on peut prendre même le risque de tout laisser tomber, ou pas? Alors là, ça n'a pas été le cas, parce qu'autant, effectivement, dans certains livres, ça m'est arrivé d'avoir des interruptions, et puis on laisse tomber, et puis voilà, on reprend plus tard. Là, non, le livre s'est écrit jusqu'à son terme, mais je l'ai repris, l'histoire s'est un peu transformée. C'est d'ailleurs la première fois que ça m'arrive sous cette forme-là. Enfin bon, après chaque livre a son histoire. Ça, c'est l'aventure de chaque livre. Je dirais pas la cuisine, parce que c'est pour le coup pas de la cuisine. C'est plutôt quelque chose comme une aventure. Effectivement, à un moment, j'ai douté de la possibilité que ce livre soit acceptable par le lecteur. C'est-à-dire que quand on est effectivement dans ce régime des coïncidences, ce régime des hantises, cette limite entre le réel, le réalisme et l'onirique. Il y a la question de la vraisemblance qui se pose toujours, qui est une question très très compliquée quand on écrit un roman et quand on le lit aussi. Enfin, quand on le lit, bon, ben, on marche pas. Et puis si on marche pas, tant pis, on lit un autre livre. Quand on l'écrit, ça engage quand même tout le projet dans lequel on est, toute l'aventure dans laquelle on est. Et j'ai dû donc travailler pour faire en sorte que le livre garde cet équilibre entre un cadre effectivement qui est réaliste, et puis qu'il ait aussi, et surtout d'ailleurs, ce mystère, cette dimension énigmatique, aussi d'irrationnel, qui, à mon avis, n'est pas du tout contradictoire avec le réel, justement, mais qui peut poser problème par rapport au réalisme ou à la vraisemblance. Voilà, c'est là qu'il y a quelque chose qui est un équilibre à trouver et que j'espère avoir trouvé. Voilà. Oui, par exemple, ce sera peut-être pour ma dernière question, mais sur la question de la vraisemblance, peut-être il y a une scène évidemment qui est définitive, mais qui précède celle qui va clore le premier chapitre, parce qu'elle est totalement inattendue et peut-être même invraisemblable, et pourtant elle est possible. C'est cet homme qui sort un couteau. Et on se dit, mais quand même, à ce point-là, parce que même quand le lecteur n'y croit pas, se dit, mais le couteau n'est pas destiné à cela. Le couteau n'est pas mais pourtant, bon. Et alors j'ai trouvé dans Giono, dans Les âmes fortes, il y a une scène comparable. Oui, effectivement. Merci de me le signaler. Est-ce que c'est une réminiscence? Non, c'est possible, mais vraiment inconsciente. Ouais, ouais. Mais voilà, tu t'es posé la question là, justement, de la vraisemblance pour cet épisode, parce qu'il est quand même... oui. Il est sévère. Oui, tout à fait. Oui, mais je pense que quand on est dans le registre du passionnel, le rationnel, par définition, n'est plus vraiment à l'ordre du jour. Donc, non, mais je me suis posé la question. Et puis, c'est quand même quelque chose qui est aussi au second degré, hein, dans la structure même du livre. Voilà. Mais voilà.
Vous voyez qu'on essaye de s'efforcer de ne pas raconter. Non, mais Christian Torel est très, très bon, rassurez-vous, parce que autant certains racontent à peu près tout le livre et à la fin, il n'y a même plus besoin de le lire, autant toi, tu sais très bien trouver des chemins de petites randonnées, comme tu me disais dans ton texto. Bon, allez, maintenant la parole est à vous. Si essayez de le cuisiner, peut-être qu'il va tout vous raconter, mais... Je ne parlerai pas, même sous la torture. Bon, des réactions? Difficile de poser des questions sur un livre qu'on n'a pas lu et qu'en plus on ne vous a pas raconté. Une tentative. Si je voudrais lire l'épigraphe du livre, parce que pour le plaisir d'entendre la voix de René Char. Parce que cette épigraphe joue un rôle important, je ne vous dirai pas lequel. Mais enfin, il est... Ouais. Les épigraphes, c'est fait pour ça. Ne cherchez pas dans la montagne, mais si, à quelques kilomètres de là, dans les gorges d'Opedette, vous rencontrez la foudre au visage d'écolier, allez à elle, oh, allez à elle, et souriez-lui, car elle doit avoir faim d'amitié. Alors ça, c'est une phrase qui me... On parlait de hantise, de fascination, hein, depuis que j'ai lu René Char, et en même temps, c'est une phrase qui me reste totalement énigmatique. Je refuse d'ailleurs absolument, malgré mon métier d'universitaire, d'analyser cette phrase. Je n'ai jamais eu à le faire, Dieu merci. Mais la foudre au visage d'écolier. C'est René Char. Et ce sont quand même les gorges d'Opedette. Alors ces gorges, elles sont si inquiétantes que cela? Comme toutes les gorges, hein, ce sont des... Voilà, il y a quelque chose qui se resserre, les gorges, ça a été ouvert dans la roche, ça peut aussi se refermer. Enfin, Et quand on est au fond, voilà, il n'y a plus qu'une petite bande de ciel. Non, mais on peut aussi s'y promener de manière tout à fait agréable et sans aucun drame, hein, bien sûr. Mais il y a quand même quelque chose. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on y va, je crois. Hein. C'est pourquoi aller là plutôt qu'ailleurs. C'est pas particulièrement pratique. On pourrait se promener sur le plateau. Et pourquoi on va dans les gorges quand même? C'est une manière d'entrer dans la terre au sens de l'écorce terrestre. Hein. Mais autrement que par la spéléologie, qui est alors quelque chose, à mon avis, personnellement, beaucoup plus angoissant. Mais parce que là, il n'y a plus de ciel ouvert. Hein, donc mais c'est peut-être un peu entre les deux. Ah, Jacques Cantier s'y risque. Alors. J'ai beaucoup aimé votre livre. Ah ben voilà. Alors ne le raconte pas. Hein. En vous lisant, je suis dans la réalité, mais en même temps, vous savez, nous entraîner dans le rêve. Et j'ai été ensuite content d'apprendre qu'un de nos collègues, peut-être, de quelques universités voisines, travaille sur les absences dans la littérature, parce que vous lisant, ça m'a fait repenser à un petit roman de Modiano qui est Encre sympathique et qui est structuré autour de beaucoup de réalités, puisque le personnage, l'actif, est un détective, donc il doit établir le réel, et en même temps, il doit enquêter sur la disparition d'une jeune femme. Et les deux sont très très différents, mais le hasard a voulu que je repense et je redécouvre ce morceau de Modiano avec un intérêt augmenté parce que je venais de vous lire en fait. Parce que je trouve que parfois Modiano, personnellement, il me fatigue un peu dans son écrit.
Merci, mais non, enfin, pour moi, Modiano est quelqu'un d'important. Enfin, c'est même voilà, enfin, et je me sens effectivement quand même quelques affinités avec lui, c'est évident. On me l'a déjà signalé et je m'en étais rendu compte moi-même d'ailleurs. Mais voilà, cette porosité entre le présent et le passé, ce travail de la mémoire, cette importance des lieux, même si chez lui, ils sont quand même plutôt majoritairement des lieux urbains, mais au bout du compte, voilà, et même essentiellement parisiens, pour tout dire. Mais au bout du compte, ça ne change pas grand-chose sur le fonctionnement général du romanesque. Et ce trouble aussi entre le réel et l'onirique, chez lui, on le trouve alors bon et plus, et aussi ces personnages dans le roman que vous citez, mais c'est vrai que c'est un thème modianesque, ces personnages disparus ou dont les traces. Alors, ça peut être disparu tragiquement, comme dans Dora Bruder, mais dont les traces sont infimes, sont à retrouver, sont à interpréter, ne sont pas non plus claires, etc. Donc, oui, le rapprochement me va bien, en fait. Voilà. Oui, simplement, on a beaucoup parlé d'images dans la discussion. Je n'ai pas encore lu ce dernier livre, mais ce que j'aime beaucoup dans les romans précédents que j'ai lus, c'est cette capacité à faire émerger des images fortes, très visuelles. Alors, je connais moi le processus pour le lecteur. Je vois comment à partir du livre, on arrive à ces images. Du côté de l'écriture, comment se fait le passage de l'image à l'écriture? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est quelque chose qui vient spontanément? Ou est-ce que voilà, il y a du travail pour passer de cette image à cette transcription écrite de l'image? Alors, je ne dirais pas que c'est facile, parce que... mais ça n'est pas non plus, pour moi, quelque chose de difficile au sens où il faudrait vraiment... que c'est une souffrance pour arriver à trouver, à chercher les équivalents, etc. L'image impose quelque chose à l'écriture, par le biais, je pense, de l'image mentale, en fait. L'image mentale doit être sans doute déjà du langage, enfin, des mots, entre l'image réelle, quand il y en a une, et c'est vrai qu'il y en a souvent, et le texte, il y a l'image mentale qui... et c'est à ce niveau-là que doit se faire quelque chose dans le rapport au langage. Mais je reconnais que c'est quelque chose qui reste pour moi un peu mystérieux. J'ai l'impression d'écrire ce que je vois mentalement, alors que ce soit une image réelle ou des scènes que j'imagine, mais finalement, au bout du compte, ça n'est peut-être pas très différent, d'écrire ce que je vois, mais que quand je l'écris, il y a un certain mouvement des mots, ou une certaine comment dire, une dynamique, je ne sais pas comment dire, une musique peut-être aussi. Je crois que c'est parce qu'on parle beaucoup d'images, mais quand on passe dans les mots, c'est une musique, il y a une musicalité que je cherche à l'oreille, qui vient à l'oreille, et puis il y a tout le halo évidemment propre aux mots, tout le halo des connotations, et ça se fomente comme ça, en passage du visible au lisible qui se fait. Mais je reconnais que je peux faire qu'une réponse un peu décevante, parce que dans le fond c'est un peu une sorte d'alchimie sur laquelle, malgré mon métier qui consiste normalement à analyser ce processus, pour le coup me reste quand même assez largement mystérieux. Enfin, après, on peut analyser le produit, c'est-à-dire ce que ça a donné. On peut analyser le point de départ et puis voir après le point d'arrivée, mais le passage entre les deux, ça passe par tellement de choses qui sont effectivement des images mentales intérieures, qui sont aussi des textes. On a cité quand même un certain nombre d'écrivains, donc il y a aussi ce que nous appelons dans notre jargon des intertextes qui sont là et qui peuvent être
des fois très massivement présents, ou alors au contraire de manière très fugitive, comme des réminiscences. Donc il y a aussi de la littérature qui entre là-dedans et qui permet au bout du compte d'arriver à un texte qui se tienne, voilà, à peu près. Oui. Oui. La gorge, finalement, c'est un élément, c'est un personnage presque dans ce livre. Et ce qui me frappe, c'est que finalement, ça ne conduit nulle part. Une gorge, on imagine en effet comme ça, comme une grande fente, dans quelque chose de très important. Et là, aussi bien pour le narrateur, qui est bloqué, effectivement, que pour la jeune femme, dont on ne sait pas, spoiler. Ça m'intrigue, cette gorge qui est un butoir en quelque sorte. Oui, c'est pas un passage, tu as raison, les gorges peuvent être des passages, hein, avec une ouverture avant et puis une ouverture après, et ça permet d'aller quelque part. Ben là, ça permet au récit d'aller quelque part, et à l'histoire, mais pas les personnages. Oui, c'est une gorge où il se passe quelque chose, on ne dira pas quoi, mais qui n'est pas un lieu de passage, qui est un lieu, en ce sens d'ailleurs, ça devient un lieu central, un lieu à part entière et un lieu central. Il dit pourtant qu'il est à mi-chemin. Oui, tout à fait, oui. Bon. Oui, mais justement, on a juste cette indication. Mais, voilà, mais il s'y arrête. Le topo-guide, il dit pas finalement, en passant dans la gorge, on va à tel endroit. Non, parce qu'il y a quelque chose de très particulier. Alors là, on est dans le réel, pour le coup, le réel au sens le plus simple du terme, c'est qu'effectivement, dans le topo-guide du GR6, donc chemin de grande randonnée, l'entrée dans les gorges d'Opedette est facultative, en quelque sorte. C'est-à-dire que, voilà, si on fait étape à Opedette, si on en a envie ou si on a le courage, on peut consacrer une journée à faire les gorges. Et puis ensuite, le lendemain, on continue. Voilà. Et d'ailleurs, voilà. Et donc, de ce fait, c'est peut-être ça qui m'a influencé, c'est que dans le topo guide, ces gorges ne conduisent pas ailleurs, comme le font, effectivement, comme le fait le chemin de grande randonnée, qui, lui, effectivement, descend vers la Basse-Provence. Donc, c'est peut-être cette idée d'un lieu qui n'est pas un lieu de passage, mais qui est un lieu où il se passe quelque chose, si on peut jouer avec les mots, ce qui est pas pareil. Ouais. Mais peut-être pour compléter sur l'image et sur cette indistinction parfois entre rêve et réalité, tout petit extrait, et je marchais dans le même village provençal éclairé par la pleine lune. Tout était immobile, les rues sommairement empierrées luisaient, mais les façades étaient obscures. Les maisons semblaient inhabitées. Une fenêtre cependant était allumée dont je m'approchais. J'apercevais alors une jeune femme aux longs cheveux bruns, aux yeux grands ouverts, faisant face à un homme qui me tournait le dos. La jeune femme lui parlait, mais je ne distinguais pas les paroles. Je lisais cependant sur son visage une sorte d'exaltation, mais proche de basculer dans la terreur, puis son regard déviait légèrement et se posait sur moi. Alors, j'aurais dû normalement vous dire que la phrase qui précède tout ça, c'est « Cependant, je fis cette nuit-là l'un de ces rêves où se mêlent des faits distincts, mais qui nous sont également impressionnés. » Donc c'est le récit de ce fameux rêve, dont on peut dire qu'effectivement, quand même, des fois, c'est bien aussi un des grands apports du surréalisme d'avoir vraiment révélé ça, c'est cette proximité. Oui, c'est et là, je les trouve vases, que c'est très réussi. communicants, hein, de l'idée qu'effectivement il y a une communication secrète entre la vie réelle et la vie du sommeil onirique, qui fait que Breton d'ailleurs allait jusqu'à dire qu'il ne comprenait pas comment, étant donné le nombre d'heures dans sa vie qu'on passe à dormir, on pouvait considérer que la vie endormie était absolument sans importance et que seul comptait la vie éveillée, ce qui me paraissait presque le bon sens même, mais il a fallu attendre André Breton, enfin bon, d'autres avant comme Nerval par exemple bien sûr, hein, qui s'y connaissait aussi avec les portes d'ivoire et de corne, hein, qu'on traverse pour aller vers le rêve. Bon, tout ça vient bien sûr du romantisme beaucoup, et transite par le surréalisme, mais ça c'est vrai que j'y suis très sensible et alors ce qui me frappe dans les récits de rêve, alors
qu'on lit, on en lit dans la Révolution surréaliste, dans la revue des surréalistes. Bon. Mais même dans la vie ordinaire, alors ce que nous racontons nos rêves, c'est que ces récits se font presque toujours à l'imparfait. Et c'est quelque chose de très, très étonnant parce que le temps du récit, c'est le passé simple sous sa forme littéraire ou le passé composé, disons, sous sa forme plus orale, plus familière. Mais l'imparfait, normalement, est surtout descriptif. Et les récits de rêve se font presque toujours entièrement à l'imparfait. C'est le cas ici, mais je crois que c'est quelque chose de tout à fait ordinaire. Et ça montre que le rêve, dans le fond, n'est pas vraiment quelque chose qui est inscrit dans le temps de la chronologie, même si des actions se succèdent dans le rêve. Mais tout le rêve est là, en même temps. Quand on se réveille et qu'on s'en souvient, on se souvient de très peu de rêves, mais souvent des rêves les plus proches du moment du réveil, tout est là en même temps, avec souvent une très forte puissance d'émotion. Ça peut même être plus grave encore si c'est un cauchemar, mais ça peut être aussi heureux. Mais quoi qu'il en soit, une forte charge émotionnelle. Et en fait, quand on le raconte, il faudrait même pas dire qu'on le raconte, on a l'impression qu'on le décrit plutôt, finalement, le rêve. On le décrit tel qu'il l'est en bloc, hein, même si, évidemment, le langage des temps successifs, on est bien obligé de prendre les mots les uns après les autres. D'où cet imparfait. Et c'est vrai que le rêve tel que tu le décris là, il a ce caractère fortement présent et énigmatique en même temps, puisque voilà, il est suscité à la fois par la réminiscence de cette photographie et aussi de cette coupure de journal, donc cette jeune femme disparue. Mais le travail, Freud a bien montré que le travail du rêve et que le travail du romancier était très proche quand même. Je crois qu'il y a ça aussi. Oui. Une porte d'entrée. Oui, ils sont. J'ai pas eu le temps de les regarder beaucoup, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'effectivement, ils sont porteurs d'imaginaire. Et oui, bien sûr, pourquoi pas. Mais cela dit, ces objets-là sont déjà, je dirais, chargés à bloc d'imaginaire. Et donc, quelque part, c'est... Peut-être que dans mon fonctionnement à moi, je vais peut-être plutôt partir d'objets qui ne sont pas a priori aussi... Bon, c'est des objets qui auraient beaucoup plu à André Breton. Enfin, voilà, on est là dans un régime de l'imaginaire qui, pour le coup, n'est peut-être pas exactement le mien, qui est peut-être plutôt celui d'objets plus... cette photographie dont on parle depuis le début, par certains côtés, elle est banale. Mais voilà, c'est quand dans quelque chose d'ordinaire peut surgir une interrogation ou un mystère, parce que, comme disait Flaubert, pour que quelque chose devienne intéressant, il suffit de le regarder longtemps. Donc quand on regarde longtemps quelque chose d'ordinaire, tout d'un coup, on se rend compte que rien n'est ordinaire et que il peut y avoir quelque chose de troublant, y compris dans des objets moins immédiatement subjugants que ce qui semble être montré là, et que je n'ai pas eu le temps de bien regarder, mais voilà. Tu disais que Bruegel t'avait emmené en flamme. Oui, tout à fait. Et Bruegel, finalement, il a un côté réaliste chez Bruegel, enfin, sauf quand il imite Bosch, hein, Jérôme Bosch, où là, ça devient très fantastique, mais il y a un côté en apparence réaliste, mais en réalité, c'est évidemment tout à fait autre chose, mais voilà, je suis plus proche, peut-être justement, si on reste dans les peintres flamands, je me sens plus proche de Bruegel que de Bosch. Jérôme Bosch, je trouve ça admirable, c'est fascinant, mais je ne vois pas ce que je pourrais écrire à partir voilà, des représentations de l'enfer de Bosch. Ça ne pourrait pas pour moi être matière à écriture, alors que le monde en apparence banal et ordinaire
même s'il est dépaysant pour nous, parce que c'est un monde évidemment très, très loin de nous, mais qui reste quand même une représentation de paysans, de paysages, etc. Ce monde-là m'attire, me laisse des portes d'entrée quelque part, alors que je ne peux pas entrer par l'écriture dans l'enfer de Bosch. Enfin, personne n'aura peut-être envie d'ailleurs d'entrer dans l'enfer de Bosch, mais même dans les paradis. Voilà, alors, il faut qu'il y ait peut-être cette dimension plus familière. Mais ça, c'est absolument personnel, bien sûr. Bon, merci, Christian. Merci, Jean-Yves. Merci à vous. Bien, bonne lecture. Maintenant, vous allez pouvoir enfin peut-être comprendre un peu ce qui a été raconté pendant une heure. Ah, mais c'est pour ça qu'ils ont dit ça. Il s'agissait de l'auteur Jean-Yves Lorichesse à la librairie Ombre Blanche le 25 novembre 2021 autour de Retour à Opédette, son roman paru aux éditions Le Temps qu'il fait. Chez ce même éditeur, Jean-Yves Lorichesse a fait paraître depuis 2008 6 de ses précédents romans, Place Monge, Les Pas de l'Ombre, L'Hiver en Arcadie, Les Brisés, La Loge de Mer et Un Passant Incertain. La rencontre que vous venez d'écouter a été réalisée et mise en onde par Radio Radio.